Ça va à toi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire d'aujourd'hui. Est-ce que tout le monde m'entend et tout le monde me voit? Donc n'hésitez pas à écrire sur le chat. Désolé, on a eu un petit problème technique, donc c'est pour ça que on a été un tout petit peu long et veuillez nous excuser. Donc c'est OK. Bonjour Pauline. Est-ce que les autres m'entendent bien et me voient bien? Donc du coup, si vous avez des problèmes, je suis Rémi de Together, assistante technique. OK, bonjour Émilie, super. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un problème ou quoi que ce soit, vous écrivez sur le chat et je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc, encore une fois, bienvenue sur ce webinaire qui est la dernière qui donne des collections. Et oui, c'est déjà fini. Donc, du coup, je suis accompagné, pardon, excusez-moi, je suis accompagné de Thomas d'Amparus. Et le thème d'aujourd'hui, ça sera la collection Déconnexion. Donc, le webinaire va se dérouler en deux parties. La première sera une partie présentation de cette thématique. Et la deuxième partie sera une partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas tout au long de la présentation d'écrire vos questions pour pas les oublier. Et comme ça, après, Thomas reviendra dans cette deuxième partie pour vous répondre. Donc je vous ai tout dit, je vous laisse entre les mains de Thomas et je vous souhaite une très très bonne présentation. À tout à l'heure. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tous? J'ai l'impression que la caméra bug encore. Donc le son, ça va, la caméra, ça va? Ok, donc voilà. Tout d'abord, bonjour à tous et merci à vous d'être là aujourd'hui pour assister à ce webinaire. Je sais que vous avez tous beaucoup de travail et que la haute saison approche à grands pas. Aujourd'hui, on va parler de la thématique des connexions, mais avant, j'aimerais faire une petite redite de ce que j'avais déjà montré en fait il y a à presque un an maintenant avec Together. Donc c'est vite fait présenter en un slide qui nous sommes et qui est Amparus pour ceux qui n'ont pas vu. Donc Amparus, c'est un réceptif sur la Russie, les pays baltes, la Biélorussie, l'Ukraine et les pays de la communauté des États indépendants. Donc les pays de la CEI, c'est tout ce qui est ex-URSS. On a un bureau principal à Saint-Pétersbourg et on a une représentation à Moscou. Amparus, c'est entre 30 et 40 agents avec le principal de l'effectif qui est sur Saint-Pétersbourg. Ça fait plus de 15 ans qu'on est sur le marché du tourisme en Russie. Donc, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient savoir plus qui on est et qui voudraient des caractéristiques sur les voyages en Russie, à Moscou et Saint-Pétersbourg, donc il y a un autre webinaire qu'on a tourné et qui est sur la chaîne YouTube de Together. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec la thématique des connexions. La thématique des connexions, comme son nom l'indique, c'est pour les clients en fait qui désirent sortir de leur quotidien hyper connecté et mettre un peu de côté tout ce qui est tablette, PC portable, smartphone et s'éloigner d'Internet. C'est le temps de voyage, éliminer Facebook, Twitter, Instagram et commencer à ignorer un peu la masse d'informations qu'on nous envoie constamment à la figure à travers ces canaux et qui est pour moi vraiment un surplus, une innovation d'informations inutile. Donc ces voyages, c'est l'occasion de se reprendre, de prendre contact avec la nature, de revenir à un mode de vie plus détendu, moins stressant. Et c'est aussi l'occasion de redécouvrir des plaisirs parfois longtemps oubliés. Donc c'est aussi des voyages qui s'adressent à des gens en recherche de voyages authentiques et de contact avec l'autre et on va dire de non-conformisme parce qu'on va toujours chercher en fait à sortir des schémas touristiques classiques et aller vers l'original. Donc le premier point des voyages thématiques, des connexions, c'est le plus important, c'est l'accès limité, voire inexistant à Internet. Donc pendant la majeure partie du voyage, on va s'arranger pour que les participants soient dans des zones où ils n'ont pas accès au réseau Internet, voire même au réseau téléphonie. Au début du voyage, chaque participant va s'engager envers lui-même et envers les autres participants sur donc les conditions et les règles d'utilisation d'Internet et des smartphones pendant le voyage. Donc chacun va faire c'est son engagement et c'est le guide qui va se montrer le garant en fait de cet aspect des connexions et qui va s'assurer que euh, l'objectif de chacun soit réalisé au bout du voyage et donc il est le garant de l'aspect des connexions. Par exemple, le guide,
Si les clients ont décidé vraiment dans les hôtels de ne pas utiliser Internet, il peut demander dans le logement à ce qu'on coupe Internet ou qu'on ne donne pas le code du Wi-Fi aux touristes. Il peut également demander à ce qu'on retire les télés des chambres. Le guide peut également conserver tous les téléphones pour être sûr que personne ne soit tenté en fait, d'aller voir ce qui se passe. Le guide, c'est pas gendarme, c'est juste le garant. Donc, si quelqu'un craque et veut voir son téléphone, bon, on va pas le punir non plus, mais c'est l'idée. Donc, immersion dans la nature et la culture locale. Donc, forcément, un voyage comme ça, on peut pas le faire dans les grandes villes, on peut pas le faire à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Il faut partir loin à l'est, dans la Sibérie, et Kamtchatka, etc. Donc, on va se concentrer sur des zones qui sont loin des métropoles. Le voyage, en majeure partie, il va se dérouler dans des zones qui sont inaccessibles en voiture et en bus. Souvent des zones qui sont accessibles uniquement en hélicoptère ou en 4x4. Et la partie métropole, elle sera uniquement, en principe, de l'aéroport au premier logement et du dernier logement à l'aéroport pour le départ. Toute la partie au milieu, c'est que de la nature, que du sauvage. Donc c'est également un contact avec les cultures locales. Donc par exemple ici, les Koryaks, c'est un peuple du Kamtchatka. Donc c'est l'idée de découvrir comment ces peuples qui sont là depuis plusieurs millénaires vivent, découvrir leur culture et même peut-être se former à certains de leurs artisanats à travers des ateliers. Le troisième point, c'est donc ces voyages, des connexions, ils sont assez actifs. C'est le, comment c'est la topographie, la géographie des lieux visités qui veut ça. Ça va être beaucoup de marche, ça va être beaucoup de sport pour pouvoir se déplacer. Donc, par exemple, les activités typiques dans toutes les destinations que je vais présenter, c'est de la randonnée, ça c'est l'activité de base, du rafting, du kayak, du quad, du cheval, du vélo, on peut tout imaginer. Tant qu'il y a la nature, voilà, c'est plus ou moins les mêmes activités partout dans l'ensemble. C'est aussi des voyages qui se font sur mesure. Donc nous, on va essayer de s'adapter aux capacités physiques de chaque groupe. Donc si on a un groupe familial avec des enfants, on va évidemment pas leur faire marcher 40 km dans la journée. Et on s'adapte aussi aux sportifs confirmés. Si on est sportifs confirmés, on va pas leur faire des petits trajets, on va leur faire des trucs assez solides. Donc là, je vais vous donner des exemples avec l'image à l'appui de certaines activités qu'on proposerait dans ce type de voyage. Donc ici, ce serait une randonnée sur la glace au lac Baïkal, par exemple. Une randonnée, évidemment, on peut en faire partout. Euh, Ici, une autre activité, ce serait du kayak au Kamtchatka. Donc du kayak avec la montagne, etc., les volcans. Parfois plus spécifique, ici c'est faisable uniquement en hiver, donc c'est le chien de traîneau en Carélie. Donc faire un circuit d'une dizaine, vingtaine de kilomètres en chien de traîneau. Découvrir les chiens également, découvrir comment ça se passe, les fermes de husky. On peut aussi proposer des parcours en quad, donc ici à travers les rivières, surtout des chemins à bosselets, etc., sur du désert. Et là, pour l'exemple, c'est dans l'Altaï. Encore d'autres activités assez spécifiques au nord de la Russie, donc au cercle polaire, c'est la chasse aux aurores boréales. Et dernier exemple, c'est l'exploration du cimetière des bateaux à Teriberkan, donc une espèce de randonnée et d'exploration, quoi. Ensuite, dans ce qui est des connexions, on va toujours chercher à s'éloigner des itinéraires touristiques classiques. C'est-à-dire que si, par exemple, les participants à une escale dans une grande ville, Saint-Pétersbourg ou Moscou, on va pas leur faire le tour panoramique en autocar, on va chercher une excursion un petit peu différente. On va chercher un aspect, on va chercher à faire cette excursion dans un angle différent. Donc, par exemple, à Saint-Pétersbourg, ce qu'on proposerait plutôt qu'un simple tour panoramique en bus, c'est qu'on proposerait aux touristes de découvrir Saint-Pétersbourg à travers les cours et les toits de la ville. Donc, rentrer dans les bâtiments, escalader, parfois passer sur des chemins assez tortueux, etc., sur les toits, pour voir donc tout ça dans un angle différent du cercle touristique habituel. Ou bien à Moscou, on peut proposer par exemple un tour de ville à vélo. Ensuite, pour les logements, là encore une fois, on sort des chemins touristiques classiques et on va chercher des logements très typiques des endroits visités, très typiques de la culture locale. Donc, on n'est pas là pour aller dans du bis et du parking, du hôtel. On cherche tout ce qui est nuit en tente, nuit en auberge, nuit chez l'habitant, etc.
Donc là, je vais pas, comme pour les sports, je vais vous donner quelques exemples. Ici, vous avez, bon, ça s'affiche pas, je sais pas pourquoi. Moi aussi, j'ai un souci avec la photo, elle s'affiche pas. Mais c'est la montagne de l'Elbrouz, en fait, et vous avez des tonneaux, des citernes de trains qui transportent du pétrole, etc., qui sont transformés en abris et qui sont donc placés dans la montagne. Et c'est des nuits dans des abris comme ça. C'est assez sauvage, c'est assez rustique. Donc c'est très, très culture locale. Ici, les yurts, dans la région de l'Altaï, donc logement typique des peuples qui vivent dans ces régions. Mais ce n'est pas uniquement des logements spartiates qu'on propose, c'est aussi parfois des choses plus confortables, comme par exemple ici une maison d'hôte à Listvanka, donc près du lac Baïkal, où on a l'occasion peut-être de plus se rapprocher du gérant de l'hôtel, de discuter avec et de partager des moments avec les gens sur place. Un classique qui sera certainement au moins une nuit dans tous les voyages qu'on proposera des connexions, c'est la nuit en tente, avec ici une photo d'une nuit en tente au Kamtchatka. Et un dernier exemple, une nuit en chalet. Et ici, c'est la photo d'un chalet à Teriberka, donc avec les aurores boréales au-dessus. Le dernier point du voyage thématique, c'est qu'on peut faire ces voyages uniquement en petits groupes. C'est-à-dire qu'on va aller sur des groupes de maximum 8 personnes, parce qu'au-delà, ça va un petit peu casser l'atmosphère, et puis c'est pas possible de loger un groupe de 20, 30, 40 personnes dans des yurts ou dans des tentes, c'est pas toujours facile. Non, je vais présenter brièvement quelques destinations qui me semblent idéales en fait pour ce genre de voyage. C'est vraiment les faire passer vite fait dessus. Je peux pas les décrire complètement et j'en ai pas l'expérience non plus, je les connais pas parfaitement. Mais on va commencer par ce qui me semble, à moi et à mes collègues, quand on a regardé ensemble, le plus important et celui qui est le plus frappant, c'est le Kamchatka ici, qui se trouve entre la mer de Bering et la mer d'Okhotsk. C'est une péninsule qui se situe sur la ceinture de feu du Pacifique. Donc c'est une zone à très très forte densité de montagnes volcaniques, il y en a plus de 300, dont une bonne partie qui sont en activité annuellement. Donc au Kamchatka, on peut trouver des décors assez, on va dire, dévastés, apocalyptiques sur certains endroits, donc près des volcans. Ici, on voit un des volcans du Kamchatka qui est ici en éruption, avec tout autour ces terres brûlées, avec des paysages presque lunaires en fait. Donc au Kamchatka, il y a un mélange donc de cette nature morte où la lave est passée et a tout brûlé, mais aussi des terrains plus verdoyants. C'est au Kamchatka qu'on trouve des paysages qui sortent, qu'on croirait sortis en fait d'une autre galaxie, avec des paysages lunaires. Et c'est d'ailleurs dans ces endroits-là que sont testés les véhicules lunaires de l'armée russe. Donc voilà quelque chose de plus vert et de plus vivant au Kamchatka, les montagnes, l'herbe, et surtout le Kamchatka, c'est la terre des ours. C'est une région où il neige 10 mois par an. C'est une nature assez rude qui est le terrain en fait des ours, des loups et des rennes. Donc les ours, il y en a énormément. Les personnes qui font un voyage au Kamchatka sont quasiment certaines de voir des ours, surtout en été quand ils se rassemblent près des lacs pour chasser le poisson en fait. Il y a entre 10 et 15 000 ours au Kamchatka et ils se rassemblent tous sur les lacs pour chasser le poisson. Les guides sont formés aux rencontres avec les ours. Ils savent ce qu'il faut faire si on rencontre un ours pour pas les effrayer. Mais en général, comme ils ont déjà assez à manger dans les lacs, ils ne s'en prennent pas aux humains. Donc comme c'est une terre, voilà, comme c'est la ceinture de feu du Pacifique, on peut trouver des geysers et des sources d'eau chaude au Kamchatka. Ici, c'est vraiment des lieux accessibles uniquement en hélicoptère et peut-être en 4x4. Et donc, possibilité de se baigner dans les sources d'eau chaude ici, près des volcans. Voilà, comme j'ai indiqué ici, des lieux accessibles uniquement en jeep et en hélicoptère, donc c'est le genre de jeep qu'on peut trouver là-bas. Ensuite, on va partir du Kamchatka pour partir ici sur l'Elbrus, donc dans la région de l'Oural, de la région du Caucase, pardon. C'est une montagne et c'est la montagne la plus haute d'Europe à 5642 mètres de hauteur. Et là, donc, pendant 8, 10, 12 jours, les participants peuvent
faire l'ascension du mont Elbrus, faire les activités typiques de la montagne, donc le ski, le snowboard, le ski de fond, la randonnée. Et à plusieurs étapes de l'ascension, en fait, ils vont pouvoir s'arrêter dans des abris qui sont assez rustiques, comme ici. Voilà, c'est ça que je voulais montrer tout à l'heure, mais j'avais une autre photo plus proche. C'est ces anciennes citernes qui servaient à transporter donc, du pétrole, qui ont été reconverties en abris. C'est le dépaysement total, c'est la vie en Russie et c'est voilà, c'est la Russie authentique. Après, une destination que vous connaissez tous, c'est ici au sud de la Sibérie, c'est le lac Baïkal, donc le lac le plus profond du monde, le plus ancien et le plus profond du monde, donc il y a 1642 mètres à son point le plus bas. Ici, l'été et l'hiver proposent des activités très différentes, puisque l'été, c'est beaucoup des randonnées, du vélo, etc., aux alentours du lac. Et l'hiver, c'est la pêche à travers la glace. C'est le patin à glace, évidemment, on peut. Mais surtout, il y a moyen de se promener sur la glace, de rouler en voiture sur la glace, de faire, comment ça s'appelle ça, une espèce être tiré par une voiture en bouée sur la glace, comme sur la mer. Donc, en hiver, la glace est tellement dure qu'on peut rouler dessus en voiture. Ici, vous pouvez le voir avec les jeeps. Il y a également des grottes de glace, superbes à aller visiter, plusieurs. Et donc, tout ce qui est promenade, ce sera toujours aux alentours du lac. Ici, je vais présenter une dernière destination, c'est l'Altaï. Donc, ça se situe ici aussi au sud de la Sibérie. Et c'est une terre assez typique de la Sibérie qui permet de voir tous les décors que possède la Sibérie. Donc, c'est une destination qui est aux frontières de la Mongolie, du Kazakhstan et de la Chine. C'est un territoire qui comporte près de 7000 lacs, de 1500 glaciers et des montagnes enneigées, des rivières et des forêts. Donc c'est, comme j'avais dit, la concentration de tous les plus beaux paysages de Sibérie, avec ici un passage entre deux montagnes de plus de 1000 mètres, des chutes d'eau. Ici, pareil, tout ce qui est lac, montagne et forêt donc de pins. Euh, Plusieurs types de climats différents sur l'Altaï. Et donc la plus haute montagne de Sibérie, qui est Beluga, à 4509 mètres. Le territoire des léopards des neiges, donc dans l'Alta, il y a moyen de rencontrer des léopards des neiges qui sont en voie de disparition. C'est pas garanti qu'on puisse en voir, mais ils sont là. Et pour terminer, l'Altaï est un site archéologique où on peut trouver des pétroglyphes comme ici et des stèles qui ont plusieurs milliers d'années. Voilà, c'est ce que la Russie, c'est un bref aperçu de ce que proposait la Russie pour un voyage déconnexion. Il y a vraiment moyen, en fait, si vous avez des touristes, de leur expliquer tout ça, de leur montrer que la Russie, ce qu'il faut surtout bien leur expliquer, c'est que tous ces lieux que je vous ai montrés, ils sont ouverts depuis très peu de temps, donc en principe depuis les années 90 au tourisme. C'est pas encore très connu, parce que la plupart des gens, quand ils voient la Russie, c'est uniquement Moscou et Saint-Pétersbourg. Et ils ne pensent pas directement à tout ce qui est nature sauvage en Russie, alors que c'est magnifique et que c'est assez peu exploré par le tourisme, alors que les infrastructures, elles se développent, elles sont là, et qu'il y a moyen de vivre une belle aventure des connexions. Je pense même que c'est le meilleur terrain pour faire ce genre de voyage. Et, euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Euh, Merci de votre attention et j'attends vos questions si vous en avez. Merci, au revoir. Je pense que j'aurai vos adresses email après la conférence. Je voulais passer quelques vidéos, mais je me disais que c'est un petit peu bête de passer la vidéo et de ne pas la commenter. Donc, je vais vous envoyer les vidéos par mail si vous voulez des différentes destinations que j'ai montrées. Elles sont vraiment superbes et là, on prend vraiment l'ampleur de la taille de ces décors, la richesse de leur faune et de leur flore, etc.
Est-ce que vous avez des questions à Thomas? Du coup, je ne pense pas. Donc, je tiens à vous remercier, vous les participants, pour d'avoir pris sur votre temps. Du coup, il y a des Thomas avant, avec tout, avec la présentation et le replay du webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Voilà. Encore une fois, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.